tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. Au sommaire de cette édition, un dossier spécial sur les troubles du langage et de l'apprentissage. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels et de parents confrontés à ces problèmes. Mais tout d'abord, direction Trappes. À l'hôpital privé de l'Ouest parisien, des équipes travaillent d'arrache-pied tous les jours pour assurer le bien-être et la santé de leurs patients. Ce mois-ci, nous avons suivi le quotidien de sages-femmes et d'auxiliaires puéricultrices. Immersion au service maternité avec Élodie Moine. Il est 7h45 ce lundi. Alors que certaines démarrent leur journée, d'autres la terminent tout juste. C'est l'heure des transmissions. Les jours arrivent, donc on va leur raconter tout ce qu'on a fait cette nuit, tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on n'a pas fait. Et tout ce qu'elles vont faire. Et tout ce qu'on va leur laisser. Avant de se réunir, les transmissions d'informations se font d'abord entre auxiliaires puéricultrices d'un côté et sages-femmes de l'autre. En salle de consultation numéro 2, j'ai cette patiente qui est arrivée donc il y a une demi-heure. Très complémentaires, les sages-femmes et les auxiliaires ont des rôles étroitement liés. L'auxiliaire se définit comme les petites mains de la sage-femme. Si le médecin n'est pas là lors d'un accouchement, c'est elle qui l'assiste. Après l'accouchement, elle se charge des premiers soins du bébé, et tout cela toujours sous la responsabilité de la sage-femme. Si vous avez l'habitude de toujours travailler avec la même, et que celle-ci en plus connaît vos gestes, anticipe vos gestes, sur une réanimation où il faut aller très vite, eh bien, au lieu de lui dire « je voudrais ça », en fait, elle va vous le mettre dans la main. Et donc du coup, vous gagnez des minutes, des secondes qui peuvent être très importantes pour un bébé. Sylvie est arrivée ici il y a 5 ans. Ce qui l'a notamment poussée à se lancer dans ce métier, c'est son goût pour l'urgence. Se tenir prête à tout moment. Le rôle de la sage-femme est complexe. Elle s'occupe davantage de la maman, avant, pendant et après l'accouchement. Ce matin-là, à Trappes, les sages-femmes font leur traditionnelle visite de suite de couches. Oui, comme les contractions, les tranchées. Je vous ai apporté justement du spasfon et du doliprane, d'accord ? La sage-femme veille au bien-être physique, mais aussi psychologique de la maman. Un petit examen chaque jour, en fait, pour vérifier que il n'y a pas de saignement, que tout va bien, tout se remet bien en place. C'est aussi beaucoup de relationnel à ce moment-là, puisque c'est là qu'elles ont besoin qu'on les aide, qu'on les épaule. Il faut énormément observer, aimer les gens, parce que pour les observer, il faut vraiment les aimer. Avoir envie de partager quelque chose avec un couple, des situations très agréables, des situations très désagréables, la mort d'un bébé, l'abandon d'un bébé, des choses comme ça. Et puis il faut après être très professionnel, c'est-à-dire qu'on a un métier qui a une grosse responsabilité, donc il faut toujours se remettre en question. Bonjour madame. Ah, on est au sein. Je m'appelle Philo, je suis l'auxiliaire qui va m'occuper de vous aujourd'hui. Bonjour mademoiselle Lucie, bon appétit. 9h25, place au premier bain du bébé avec Philomène, auxiliaire puéricultrice. Cette maman vient d'accoucher de son 3e enfant et ressent le besoin d'avoir quelques rappels. La priorité, elle est quand même dans la sécurité. Nous, on a un rôle de conseillère. On ne va pas aller chez elle, mais par contre, il faut mettre le point là où c'est nécessaire, à mon sens. On y va ? Comment maintenir une eau à bonne température ? Quels sont les bons gestes et les bons réflexes pour garder le bébé en sécurité ? Philomène apporte toutes les réponses. Ce premier bain est aussi l'occasion de vérifier que tout va bien pour le bébé. Tu es toute seule, Lucie. 3,40 kg. Alors, la position pour être en sécurité. Tac, tac, tac. Tu es dans l'eau, Lucie. On est sympa, là. Voilà. Fin de la matinée, les collègues se retrouvent pour une pause café, un moment privilégié. Bon, ça nous arrive quand même de parler de certaines patientes ou de bébés, mais souvent c'est plutôt, on se parle de choses perso plutôt. Malgré un rythme difficile, des horaires de jour comme de nuit, ainsi que les jours fériés ou encore les week-ends, ces femmes n'en perdent pas moins leur sourire et leur bonne humeur. Tout le temps avec moi, ça va. On connaît la dyslexie le plus connu, mais il y a aussi la dyspraxie ou encore la dyscalculie. Ce sont les troubles 10 pour dysfonctionnement. Souvent associés chez un enfant, les troubles du langage et de l'apprentissage sont pour la plupart génétiques. Et pour venir en aide aux parents, des orthophonistes s'unissent à Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont créé une association, la Maison du Langage. Patrick Jacques de Dixmude et Élodie Moine. Le petit bruit de l'abeille, voilà.
Vous faites des petits jeux comme ça et ça va aider votre enfant. Véronique est orthophoniste. Un mercredi sur 2, elle se rend ici à la protection maternelle et infantile de la Verrière. Lors d'un accueil volontairement ouvert en salle d'attente, elle y rencontre des familles confrontées aux troubles du langage et de l'apprentissage. Une grande première financée par le Conseil général et la mairie de la Verrière. L'idée, c'est d'outiller les parents pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs enfants qui présentent des difficultés, qui ont été diagnostiquées par une équipe médicale ou qui sont en cours de diagnostic. Véronique intervient dans le cadre de l'association qu'elle a créée en septembre 2014, la Maison du Langage. Une association née des besoins qu'elle a pu répertorier avec ses collègues depuis qu'elle travaille dans le domaine de la prévention. Julie, est-ce que tu arrives à faire le bruit de la cocotte minute dans la cuisine de maman qui fait tch, 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 tch. Non. La maman de Julie a été alertée par le professeur de sa fille. Pour éviter les files d'attente pouvant aller de 6 mois à 1 an pour un rendez-vous chez l'orthophoniste, cette permanence est l'occasion toute trouvée d'avoir un avis plus rapidement et quelques conseils. Ça fait pas très médecin, ça fait vraiment ludique, les enfants sont contents, sont joyeux et elle apprend grâce à ça à savoir qui a un problème, qui n'en a pas. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Nous retrouvons Véronique le lendemain au Ménil-Saint-Denis. Car la Maison du Langage, ce n'est pas seulement de la prévention, c'est aussi de l'accompagnement. Chaque mois, à Saint-Quentin en Yvelines, un atelier par an est proposé aux familles en fonction de l'âge de leur enfant. Échanger sur différentes thématiques, s'initier aux outils adaptés et redonner confiance aux parents, voilà les défis que l'association s'est lancée. On ne sait vraiment pas faire face à l'enfant qui n'arrive tout simplement pas à intégrer des données qui semblent tellement basiques pour d'autres enfants. Donc effectivement, de partager avec d'autres mamans qui sont confrontées au même problème, ça peut aider effectivement. Ouais. La Maison du Langage dispose également d'une page ressources sur son site internet. On y trouve des informations autour des différentes pathologies du langage, pathologies invisibles et bien souvent héréditaires, et qui touchent aujourd'hui un grand nombre d'enfants. Laurence Niveau habite au Ménil-Saint-Denis. Son fils de 12 ans, Jimmy, est actuellement en classe de 5e. Elle a accepté de témoigner sur les troubles 10 de son enfant. Élodie Moine pour les images. Je m'appelle Laurence et j'ai un garçon de 12 ans et demi qui a le TDAH avec une dysorthographie. Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il existe sans hyperactivité et là, pour le coup, Jimmy, il a avec hyperactivité. La dysorthographie, c'est vraiment une difficulté d'orthographier le mot. On était souvent convoqués à l'école parce qu'il y avait des problèmes de comportement, dans le sens où il prenait la parole sans cesse, il se levait sans qu'on l'ait autorisé, il ne respectait pas forcément les règles. Le plus gros problème, c'était la primaire, où à la place d'aller à la récréation avec les petits camarades, on le gardait en classe pour terminer un travail qu'il n'avait pas fini écrit. Alors c'est là qu'on a vraiment vu chez lui le changement de comportement, où il est devenu très agressif, où il est devenu des difficultés à s'endormir le soir, à ne pas vouloir aller à l'école le matin. C'est un enfant qui est curieux, qui s'intéresse à tout, qui parle très bien, il n'a pas de difficultés orales. Et c'était juste ce problème où effectivement à l'école tout passe par l'écrit. Et effectivement, quand on doit évaluer un enfant et qu'à l'écriture, il n'y a pas ou la moitié du travail, ou c'est raturé de partout, effectivement, on se dit mais il ne sait pas. Et en fait, non, il y a beaucoup de choses qu'il a acquis, mais avec toujours cette difficulté de lire et d'écrire correctement. Alors aujourd'hui, il y a une chose aussi qu'on a pu avoir et qui était très difficile avant d'obtenir, c'est l'ordinateur en classe. Juste avec un protocole qui à la base était pour les enfants en maladie longue durée. Là aujourd'hui, ils mettent en place pour les 10 les ordinateurs en classe. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'on a arrêté l'orthophonie, mais la dysorthographie, elle est toujours bien présente. Je pense qu'il y a un vrai manque d'information et de formation. L'école qui nous manque, là, c'est l'école positive, quoi. On est vraiment tout le temps dans la sanction, tout le temps dans le... Alors que des fois, il y a le petit truc qui lui manquerait, parce que c'est des enfants qui ont très peu d'assurance. Même s'il n'y a pas grand-chose de progrès ou de mieux, il faut le dire tout le temps. Et je me rends compte aujourd'hui sur comment ça peut jouer sur son comportement, en tout cas.
Nadège Nardelli est élancourtoise. Sa fille, Léna, 9 ans aujourd'hui, a commencé à parler à l'âge de 5 ans. Son trouble, génétique aussi, ne fait pas partie des troubles 10 et aucun médecin n'a su le définir précisément. Mais pour aider sa fille, elle utilise les méthodes préconisées aux enfants 10. Voici son témoignage. Elle a le trouble du langage où elle n'est pas intelligible et elle a du mal à se faire comprendre. Elle a des troubles, on va dire, moteurs. Donc elle ne peut pas courir, elle ne peut pas sauter. Elle monte depuis peu les marches en alternant. Donc c'est vrai que ça ne fait pas longtemps. Après, il y a aussi tout ce qui est motricité fine. Donc tenir une règle, un crayon, un compas, une fourchette, attacher des boutons, boutonner, les lacets. Tout ça, c'est pas possible pour elle. Ses copains d'école ne la comprennent pas. Des fois, les instituteurs et tout, pareil, ne la comprennent pas. Elle est en CE2, elle est scolarisée dans une école ordinaire. Donc elle a une AVS avec elle, pas 10 heures par semaine. Donc voilà, sur son emploi du temps, elle a une personne qui l'aide, qui lui réexplique les consignes des institutrices, parce qu'elle a 2 maîtresses. Elle a eu Véronique, une orthophoniste pour le langage, on va dire. Elle a une autre orthophoniste en logico-mathématiques et de la psychomotricité à côté. Elle sait qu'elle est différente, elle est très épanouie. Elle en souffre quand même un peu dans le sens où elle me dit « j'ai pas de copains, je suis toute seule ». Mais à côté de ça, c'est une petite fille qui est heureuse de vivre, qui aime faire plein de choses. On rêve tous en tant que parents d'avoir un enfant idéal. Donc il y a le deuil à faire et après, faut se battre. On se sent très très seul. Et après, même si on voit des médecins, ils vont nous parler dans leur langage, que nous, des fois, on a un peu de mal à comprendre en tant que parents. Ce numéro de check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, place au traditionnel agenda. Du 16 au 29 mars, ce sont les 26e semaines d'information sur la santé mentale. À cette occasion, des ateliers débats vous sont proposés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le 23 mars, ne ratez pas la pièce de théâtre interactif à l'Institut Marcel Rivière. Retrouvez toutes les informations sur le site internet. Le mardi 24 mars, c'est la journée nationale de prévention du cancer du côlon. Pour l'événement, des consultations gratuites auprès des médecins gastro-entérologues vous sont proposées dans les Yvelines. Pensez par contre à vous inscrire au préalable sur le site internet. Check-up, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.